J'aimerais aujourd'hui vous présenter 3 œuvres qui ont, vous le remarquerez, un point commun, les rails. A1, c'est une action de Tibor Genis intitulée Rails, The 10 Superfluous Gestures. C'est de 1999. A2, c'est un travail de Christian Boltanski, son artiste dans la ville de Montpellier de 1970. Et la 3, un de mes livres qui a pour titre Siegfried's Difficult Way to Brunhilde. Ça date de 1978. Commençons par l'œuvre de Tibor Genis. Nous voyons ici une ligne de chemin de fer désaffectée. Depuis longtemps déjà, plus aucun train n'a roulé sur ces rails. Ils sont en partie envahis par la végétation qui a réinvesti son ancien domaine, un phénomène que l'on a pu observer jusqu'à ces dernières années dans les ruines mayas au Mexique, où les racines des plantes s'étaient insinuées dans les murs jusqu'à les faire éclater. Ils étaient redevenus des tas de pierres qui ne tarderaient pas à être recouverts à leur tour par la végétation. De nos jours, la plupart de ces ruines ont été restaurées et aménagées pour les touristes, si bien qu'on ne voit plus aucune trace de cette prodigieuse transition entre la civilisation et l'état de nature. À Tchernobyl, en raison des effets de la radioactivité, les arbres poussent plus vite qu'à l'accoutumée. Et, au bout de quelques années, ils n'ont pas tardé à coloniser les maisons abandonnées aux alentours de la centrale nucléaire. En 1989, dans le cadre d'une action, j'ai fait un sacrifice à la terre qui fut filmé par la BBC. Je venais de gagner de l'argent pour la première fois grâce à la vente de tableaux et j'ai converti une partie de la somme en diamants. Au même moment, j'ai eu connaissance de l'existence d'un tunnel inachevé qui devait, à la fin du XIXe siècle, relier Calais à Douvres. Ce projet, conçu par 2 ingénieurs britanniques, avait été interrompu au bout d'un certain temps. 2 galeries subsistaient, l'une du côté français et l'autre du côté anglais. Je tenais là le lieu idéal pour mon action. Je dispersais les diamants dans la terre humide et l'un des tunnels et les oubliais. Les diamants y sont toujours recouverts des alluvions qui se forment à partir des puits. Par cet acte sacrificiel, j'ai rendu à la terre ce qui lui avait été dérobé. En l'observant avec attention, nous découvrons dans le travail de Tibor Genis l'effet contraire de ce processus. Nous voyons un homme, très certainement l'artiste, à genoux sur la voie ferrée, la polissant du papier de verre pour faire briller les rails et donner l'impression que les trains y circulent toujours, que le frottement des roues sur l'acier empêchera la rouille de s'y déposer. L'artiste semble vouloir signifier que la ligne de chemin de fer est encore en service. Il est posé là, tel un indigène de la savane qui se fabrique un avion à l'aide de chiffons et de branches en priant son Dieu pour que l'engin puisse voler. L'intérêt, avec les miracles, c'est qu'ils se réalisent parfois. Bien évidemment, nous savons que la ligne ne sera pas réactivée de cette manière. Dans un premier temps, cette surprenante ineptie nous fait sourire. Puis, elle nous interpelle, car elle touche un point crucial de notre existence en nous signalant la vanité de toute action humaine. Que faisons-nous chaque jour, en effet, sinon polir des voies ferrées hors d'usage pour leur restituer leur signification perdue? Nos actes
ne sont-ils que des simulacres? L'action de Tibor Giennis est inutile autant que luxueuse, une superfluous gesture, tout comme le sacrifice de médicaments fait à la terre. Ici, deux actions contraires se rencontrent. Avec Tibor Giennis se manifeste l'absurdité inouïe de l'action humaine, sa vanité, son affirmation sans fondement et la force de l'animisme. Alors que mon acte correspond, d'une certaine manière, à une restitution. En réactivant ce qui a été abandonné, le but de l'artiste est de réintroduire dans le monde l'objet de sa fascination. Et l'aspect luxueux de cette superfluous gesture consiste à rendre tout leur éclat au rail à travers un travail à la fois méticuleux, harassant et inutile. Le fait de polir les rails de chemin de fer ne produit au fond qu'une belle apparence, la belle apparence de l'art. Car, par ailleurs, la réactualisation des rails désaffectés n'est pas un processus réel, puisque, une fois l'action achevée, la circulation ne reprendra pas. Ce que nous voyons ici est de l'ordre de l'apparence qui correspond dans le cas présent à l'éclat apparent du métal. J'ai souvent observé en Inde un semblable phénomène, même si les choses ont beaucoup changé depuis que je voyage dans ce pays où l'on voit des femmes assises au bord des routes en construction qui, du matin au soir, sous un parasol tressé, cassent des pierres. Elles sont outillées d'un petit marteau avec lequel elles tapent sur des blocs, les réduisant grâce à ce travail lent et minutieux en gravier, en pierraille. L'énorme écart entre dépenses d'énergie et résultats se manifeste dans cette activité où le travail accompli en une journée pour l'une de ces femmes pourrait être exécuté en quelques minutes par une machine. Le fait qu'elles réduisent des blocs de pierre, voire des montagnes, processus de transformation qui résultent habituellement de forces tectoniques ou de l'érosion, me fait penser au superfluous gesture de Tibor Giennis. La similitude entre les deux actions me semble évidente. Dans les deux cas, il s'agit de la répétition méditative d'un même geste. Le son flûte du marteau sur la pierre, de même que celui de papier de verre sur l'acier chez Tibor Giennis, résonne tel un mantra. Tous deux sont occupés à un travail dont on ne voit pas le fin. Combien de paires faudra-t-il qu'une femme concasse pour obtenir le matériau nécessaire à la construction d'une de ces interminables routes indiennes? Combien de temps faudra-t-il à l'artiste pour polir les rails jusqu'au bout de la ligne? Et si, par miracle, il y parvenait, les rails nettoyés en premier seraient à nouveau rouillés. Ces deux activités se déroulent le long d'une ligne, la route que les concasseuses de cailloux doivent suivre et la voie ferrée à laquelle Tibor Giennis veut restituer son éclat. Dans les deux cas apparaissent la forme linéaire et l'acte répétitif qui engendre une impression de mouvement cyclique. L'infini de ces deux activités nous permet d'appréhender la démesure de l'action humaine. Nous associons naturellement cela au mythe de Sisyphe, mythe qui, pour Camus, symbolisait l'existence humaine. Nous pourrions également proposer d'autres thèmes qui souligneraient la parenté entre ces deux actions, mais en dépit de toute vraisemblance, elles sont radicalement différentes l'un de l'autre.
D'un côté, nous observons la création d'un artiste et de l'autre, le travail d'une ouvrière. L'un appartient au monde de l'art, l'autre à celui de la vie. Notion que nous avons évoquée lors du cours précédent et qui avait pour titre « Je n'ai Nietzsche Osama », l'art peut-il être conciliable avec la vie? Dérouiller des rails de chemin de fer est inutile, concasser des cailloux sous la canicule est utile et nous peine, car cette activité inhumaine permet à une ouvrière de survivre mal. Si je devais réaliser un travail sur la fabrication du gravier, j'irais m'asseoir aux côtés de ces femmes et, dans une posture ironique, je leur prendrais le marteau des mains pour les imiter quelque temps, ce qui prouverait que non seulement ce que je fais n'est pas la même chose, mais surtout que mon geste est déplacé. Si l'action de ces femmes peut être le prétexte à une œuvre, le fait de les imiter en répétant leurs gestes ne représente pas forcément une transition entre l'art et la vie. Les femmes qui concassent des pierres au bord de la route travaillent au sein d'un vaste contexte qui s'inscrit lui-même dans une infime partie du système. En revanche, l'artiste vise, lui, la totalité. Et cette totalité devient un objectif qu'il vise à atteindre tout en sachant que celle-ci est virtuelle. En effet, Kénis n'est pas obligé de polir tous les rails de la ligne de chemin de fer. Il peut s'arrêter quand il souhaite pour vaquer à une autre occupation. Bien que son travail évoque une totalité, il n'a peut-être après tout ôté la rouille que sur la longueur nécessaire à la photo, une totalité bien plus vaste que ne le serait le simple fait d'ôter la rouille sur toute la longueur de la voie. Avec ce polissage, il semble vouloir préparer les rails au passage d'un train qui ne circulerait jamais. Cet acte comporte également un aspect naïf, puéril, qui s'apparente au jeu enfantin. Jeu auquel les enfants, avec ardeur et persévérance, consacrent toutes leurs forces, comme s'il fallait attraper la saucisse, dirait-on en Allemagne, comme si l'enjeu en était crucial. Certes, on effleure ici la réalité sans l'atteindre, tout comme nous touche et nous impressionne le sérieux des enfants dans leur jeu. Ils nous apprennent que la fierté de presque savoir faire une chose peut virer très vite à la déception totale quand nous prenons conscience de la vanité de nos actes. Il est souvent arrivé que Roland Barthes, de même que Heidegger, ait exprimé sa pensée de manière artistique. L'artiste Roland Barthes qui m'accompagne toujours. L'auteur Roland Barthes dont j'aurais souhaité qu'il déposât ces mots sur mes tableaux comme il le fit pour mon ami Cy Twombly. Ici même, il évoqua un roman qu'il envisageait d'écrire. Il faisait donc comme si, en présentant au public ce roman encore inexistant, car il avait pleinement conscience de parler d'une chose en devenir. Nous savons aujourd'hui qu'il nous a quittés peu de temps après avoir évoqué ce futur roman. Mais l'homme qui polit les voies de chemin de fer n'est plus un enfant. Il sait pertinemment qu'il fait comme si, et à propos de ce faire comme si, je ne peux m'empêcher de penser à Roland Barthes qui, bien avant moi, s'est tenu à ce pupitre. Une inversion ontologique se manifeste dans le simulacre qu'est le faire comme si. Vous souvenez-vous de ce que j'affirmais lors du cours consacré au poème Marine de Rimbaud,
à savoir que l'art, en dépit de son apparente illusion, est pour moi la seule réalité envisageable. Nous avons alors constaté que les objets dont parle Rimbaud n'ont pas de réelle existence entre eux dans notre univers mental, leur réalité en tant qu'œuvre d'art n'étant subordonnée qu'au poème. Le système référentiel de ce poème ne s'adresse à personne en particulier, y compris à un niveau supérieur, l'homme en tant que sujet en est exclu. Alors que, étant simple dans sa manifestation, mais polysémique par l'effet produit, l'action de Tibor Quinis s'adresse à l'ensemble des hommes en leur permettant de jeter un regard, de faire une percée, un breakthrough sur le précaire. La belle apparence soulève-t-elle le voile qui couvre son visage? Passons maintenant à l'œuvre suivante, une œuvre réalisée par Christian Boltanski à Montpellier en 1971, une exposition sans artiste dans la ville de Montpellier à laquelle j'ai participé. Là, le motif central est également une ligne de chemin de fer désaffecté qui desservait un trajet d'une trentaine de kilomètres entre Montpellier et Palavas. L'artiste avait placé un fanion blanc sur un bâton rose entre les traverses tous les 10 mètres et sur toute la longueur de la ligne. Je n'ai pas vérifié personnellement s'il avait réellement pourvu toute la voie de ce petit drapeau, tout comme je n'ai pas vérifié quelle longueur de rail Tibor Quinis avait réellement poli. Ici, nous voyons une voie où, c'est sûr, il était auparavant dangereux de marcher, où un train pouvait surgir à tout moment. Or, il devenait soudain possible de la parcourir tranquillement, la distance ayant été segmentée à l'aide de ces petits fanions. Une marque tracée sur les traverses permettait de hisser un drapeau, comme on le fait lors de visites officielles de chefs d'État, ou pour décorer une rue en fête. Ces fanions étaient si petits, si anodins, mettant au défi le promeneur d'en tirer une quelconque signification que personne ne pouvait en deviner la finalité. Or, ce pavoisement miniature s'était métamorphosé en événement d'une certaine importance. Cette espèce vide de sens pouvait désormais donner lieu à toutes les interprétations possibles. L'inframince acquérait ainsi un grand potentiel, imitant en cela les sophistes qui opèrent au moyen du retournement dialectique. L'argument le plus faible devient le plus fort. Que se passe-t-il donc quand on pavoise les traverses d'une voie ferrée? Rien. Alors, pourquoi l'artiste le fait-il? Pour empêcher ou créer un événement? Pour que plus aucun train ne circule sur la voie? En effet, les trains ne peuvent pas rouler si un objet jonche les traverses. Et pourtant, les locomotives possèdent une curieuse pièce conique, un garde-boue, qui leur sert à déblayer les voies et éviter qu'un objet non identifié, tel qu'un candidat au suicide ou un masse de neige, passe sous les roues du train. Très peu de phénomènes restent inexpliqués, ou sinon, c'est qu'ils dépendent d'autre chose, d'un élément qui nous échappe de l'ordre de l'irrationnel peut-être. On ne peut cependant pas interpréter ces fanions comme étant des marques ou des repères pour randonneurs, car, d'une part, il serait trop inconfortable à ces derniers de marcher entre les traverses, et d'autre part,
ce type de poteau indicateur serait bien plus lisible à hauteur du regard. À quoi sommes-nous confrontés? L'allusion pourrait ici concerner les voies ferrées qui conduisaient à Auschwitz. En effet, aujourd'hui, toute image de voie ferrée désaffectée sur laquelle plus aucun train ne circule dans un fracas d'enfer renvoie à Auschwitz. Nous le savons, dans nombre de ses œuvres, Christian Boltanski s'est confronté à son propre passé et à la période du national-socialisme. Mais sa biographie n'est nullement nécessaire pour nous permettre d'analyser ce travail ou d'appréhender son œuvre. Cela pourrait même, à contraire, être gênant et nous induire en erreur. Essayons donc de voir dans ces voies ferrées ornées de petits fanions blancs autre chose que ce qui nous semble évident. Mais quoi? Dans cette action, en premier lieu, nous décelons une attitude dont le but est d'incrémenter les travers d'un petit drapeau blanc. L'artiste s'applique à répéter ce geste sur un long tronçon. Rien ne l'arrête et son pavoisonnement semble le conduire irrémédiablement vers l'infini. Renonçant à toute forme, l'œuvre abdique ici sa fonction première, la composition, et nous fait songer à l'œuvre de Pier Manzoni, L'inné della lunghezza eccezionale. Pour réaliser ce travail, l'artiste s'est contenté de tenir son pinceau contre un rouleau de papier et d'évident, obtenant ainsi un dessin d'une longueur qui tend vers l'infini. Chaque dessin est une suite emballée dans un rouleau en carton sur lequel est notée la longueur de l'œuvre. Ce travail est prodigieux car il se moque de tout ce qui jusqu'alors faisait la qualité du dessin, à savoir le format, la composition, le remplissage de la feuille de papier par des signes. Après ce saut dans l'infini, il ne serait, à vrai dire, plus possible de dessiner. Tout dessin réalisé depuis nous semble, pour le moins conventionnel, soumis aux limites du format. Par ce geste, Manzoni a conduit l'art du dessin à son terme. Que pèsent en effet les milliers de dessins du Louvre, parmi lesquels j'en ai sélectionné une cinquantaine, pour une exposition réalisée au Louvre en 2007, comparé à ce seul dessin de Manzoni? Hélas, l'artiste est mort peu de temps après avoir réalisé ce dessin qui rendait dans le futur tout autre dessin impossible. Sans aucune forme de cynisme de ma part, je ne sais pas comment il lui aurait été possible de survivre à ce geste ultime de l'acte de dessiner. En effet, avec un seul dessin, Manzoni a franchi les limites de son art. Boltanski, de son côté, accomplit un acte assez comparable. À travers une activité répétitive tendant vers l'infini, ces deux artistes abandonnent la forme. L'un, comme l'autre, relativise les proportions et par là même les niveaux de signification. En disposant des fanions à peine visibles sur une distance qui semble interminable à un piéton, Boltanski propose une œuvre monumentale de 30 km de long à partir d'un investissement formel minimal. Quelle est la signification, la teneur du message de cet ordre? La beauté de l'œuvre, sa grandeur, en est précisément son absence. Lorsque j'étais enfant, il y avait dans notre village un endroit où j'arrosais 3 fois par jour des pousses d'arbres d'une vingtaine de centimètres de haut, avec l'espoir d'accélérer leur croissance et, dans une certaine mesure, de me les approprier.
Un geste naïf, voire touchant, car l'enfant que j'étais n'en ignorait pas l'inutilité. Il est évident pour moi que ces arbustes étaient indifférents aux allusions quotidiennes que je leur prodiguais, puisque leurs racines étant déjà trop profondes, l'eau de mon modeste arrosoir ne pouvait les atteindre. Mais je les arrosais malgré tout parce que j'avais envie d'y croire. Il en est de même de ces Napolitains qui tombent en extase quand ils voient le son de San Gennaro se liquéfier. Ils savent depuis longtemps que ce n'est qu'une illusion, que ce miracle est le résultat d'une simple réaction chimique. Cependant, le maire, escorté des notables de la commune, se rend chaque année à l'église pour assister à l'événement. Ils ont décidé d'y croire au sens du credo quia absurdum. Dans ce contexte, nous pensons bien évidemment au problème de la transsubstantiation, aux querelles qui animent les églises chrétiennes sur le sens de l'expression « hoc est enim corpus meum ». Cela signifie-t-il la transformation substantielle du pain et du vin en chair et en sang durant la messe, comme il est établi dans l'Église catholique, Eucharistie refutée par les protestants? Ou ne s'agit-il que d'un acte symbolique, comme l'affirment les calvinistes? Nous reviendrons plus tard sur cette audacieuse déclaration, sur ce glissement et ses subtilités sémantiques. Grâce à la minuscule intervention de Boltanski, à ce détournement, une ligne de chemin de fer hors service devient pour le coup encore plus inutile. Mais que se passerait-il si l'artiste piquait ses fanions sur les travers d'une voie de TGV? Je lui poserai un jour la question. Avec de minuscules moyens, un fanion de 3 cm, Boltanski prétend pouvoir stopper une locomotive de 7 tonnes lancée à cette vitesse. Tout comme chez les sophistes, on assiste ici à une inversion du sens. J'ai étudié le droit quelque temps. Je ne voulais pas pour autant devenir juriste, mais ce que l'on m'y enseignait, c'est-à-dire la possibilité d'inverser les faits établis en leur contraire, m'intéressait beaucoup. Au cours des examens, nous devions résoudre divers cas juridiques. Je m'appliquais alors à construire mon argumentation de sorte que le jugement contredise l'application courante de la justice, qu'il soit diamétralement à l'opposé de la doctrine communément admise. La philosophie sophiste qui relativise toute chose, qui contredit le bon sens populaire et ce qu'on entend généralement pour le mot justice, m'a très tôt attiré. Toutefois, cette pensée n'est pas utilisée uniquement comme détournement des lois, mais plus largement en tant que conception philosophique. Une conception selon laquelle chaque phénomène porte en lui son contraire. On peut passer du grand au petit et du petit au grand. C'était pour moi de l'ordre de la performance rhétorique que de tenter de répondre à un problème existentiel. Prenons l'exemple suivant. 2 naufragés, un père et son fils, sont accrochés à une planche qui ne peut porter qu'une seule personne. Lequel des deux faut-il sauver? Le sophiste démontrera, argument des plus convaincants à l'appui, qu'il est préférable de sauver le fils parce qu'il est le plus jeune, qu'il a une longue vie devant lui, etc. Le lendemain, confronté au même dilemme, il livrera une argumentation tout aussi convaincante, justifiant qu'il faudrait mieux sauver le père. Mais nous nous éloignons de notre sujet. Enfin,
Pas tout à fait, car mon propos est de vous démontrer jusqu'à l'on peut aller dans le questionnement d'une œuvre d'art. On ne va jamais assez loin, et il est d'ailleurs étonnant de constater combien les réflexions sur une œuvre d'art peuvent nous entraîner très loin. L'artiste au petit fanion ne s'est pas arrêté en chemin. Il a réalisé bien d'autres installations, mais dans ce travail en particulier se manifeste une qualité que l'art désire incarner, le charme de l'enfant et celui du clown. Il y avait jadis un clown merveilleux, le clown Grock, que l'on nommait aussi acrobate schön. Durant son spectacle, il sortait un minuscule violon de la poche de son pantalon et en jouait en virtuose. Le violon était proportionnellement aussi petit que la ligne de chemin de fer de Boltanski est immense. Boltanski joue ici avec l'incommensurable, il n'affirme rien, il joue. Comme l'enfant, dans le bâton ivre de Rimbaud, si je désire une eau d'Europe, c'est la flaque. Noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle, comme un papillon de mer. Ces vers nous font ressentir combien, après les incroyables aventures d'une traversée en mer, après les tempêtes, les récits, le Léviathan apparaît au marin et lui donne tout à voir dans le reflet d'une petite flaque, où un enfant se laisse aller à ses rêveries, un enfant capable d'appréhender l'immensité à travers le minuscule. La vie apparaît soudain comme un jeu dont nous ignorons les règles, car nous ne sommes plus là où nous pourrions transformer l'infiniment petit en infiniment grand. Nous avons perdu ce quelque chose qui, de ce fait, nous met dans l'impossibilité de participer de nouveau au jeu. Une aptitude que semble posséder l'artiste. En pavoisant la ligne de chemin de fer, Boltanski nous donne à voir d'autres choix. Son but n'étant pas de bousculer l'ordre bourgeois comme le préconisaient les dadaïstes. Il ne provoque pas, il n'ambitionne pas de mettre un terme à l'histoire de l'art, il propose simplement un anti-art, une forme de dissolution de l'art. Se trouvant à cet endroit, il a souhaité intervenir de cette façon, il aurait tout aussi bien pu ne rien faire. C'est en cela que l'artiste nous soutient, au sens de tenir les choses par en dessous pour qu'on les supporte afin d'éviter la chute. Car jamais notre vie ne sera conforme aux règles conçues par notre volonté. Dans cette œuvre de Christian Boltanski, réalisée en 1990, nous avons également à faire avec l'investissement d'un espace dérobé, un espace vide, consécutif à un bombardement en 1945, dans l'enfilade d'une rue berlinoise. Le trou qui en résulte correspond exactement à l'empreinte de l'immeuble détruit. Les deux murs qui, autrefois, étaient mitoyens avec les maisons voisines sont devenus des murs extérieurs. L'intérieur de la maison, son intimité sont désormais publiques. Tels des voyeurs, nous sommes atterrés par les maisons éventrées qui exhibent avec une forme d'indécence des murs nus, des traces de suie de cheminée, des lambeaux de papier peint, des éléments de salle de bain ou la structure d'un escalier. Quand le quartier Beaubourg et les Halles furent détruits à Paris, au début des années 70, les exemples de ce type ne manquaient pas.
Sur ces murs, qui sont le seul vestige matériel de l'immeuble, on ne discerne parfois plus rien de l'ancienne structure interne. Ils ont été soigneusement crépis et, hormis deux saillies verticales, rien n'évoque les ruines d'un immeuble bombardé. Demeure une surface neutre et muette. Or, l'artiste a apposé sur ce crépi des plaques portant des noms et des dates. Celles-ci témoignent des hommes et des femmes, de leur vie d'habitants de l'immeuble où il n'existe plus aucune trace des pièces qui l'occupèrent. Et c'est tant mieux, car si l'on y percevait encore des empreintes, ces noms ne seraient que l'illustration d'une image pittoresque, alors qu'ici, leur aura se déploie sur le fond gris du crépi. Les dates ouvrent la période de la domination nazie 1930 à 1945, la période de l'Holocauste. En même temps que des noms, nous découvrons le métier des personnes citées. Rien, en revanche, sur leur destin, qu'ils aient été juifs ou non juifs, qu'ils avaient survécu à la guerre ou aient été exterminés dans un camp de concentration. De même que dans l'œuvre de Montpellier ou le travail de Tibère Guinessis, il s'agit de réactiver un contexte laissé à l'abandon. La maison revit à travers le simple nom de ses occupants. Toutefois, Boltanski ne transforme pas le lieu en sépulture. Rien ici n'évoque le cimetière, pas de reste humain, aucun ornement funéraire, ni fleurs, ni buis, ni arbres se nourrissent des humeurs des cadavres. Aucune trace non plus de memento mori. Rien à lire comme il repose en paix ou il est retourné vers, etc. Quand j'ai découvert cette œuvre, peu de temps après la chute du mur de Berlin, j'ai été très impressionné. Ces simples plaques de métal m'ont fait l'effet de noms placés près des sonnettes de porte ou d'entrée d'immeubles. Mais ce sont des noms sans contexte réel, des noms projetés dans un espace résolument vide, des noms dans le vacuum. Certaines de ces plaques sont, par ailleurs, accrochées si haut que l'on peine à les lire. Quelque chose dans ce travail m'a immédiatement rappelé celui de Montpellier, bien qu'à première vue, ces deux œuvres sont radicalement différentes. Ce qui se déploie sur une ligne de chemin de fer désaffecté de 30 km de long se développe ici à la verticale. À Berlin, les inscriptions montent jusqu'au toit, occupant un espace vide entre deux immeubles. À l'aide de ces plaques nominatives, Boltanski convoque l'ensemble des habitants qui ont vécu dans l'immeuble. Le vide redevient un espace plein au sens étymologique du terme allemand bauen, c'est construire, mot qui recèle également la notion habiter en allemand, ancien dans l'allemand de Mittelhochdeutsch. Après l'Holocauste, Boltanski rend à nouveau possible la cohabitation entre juifs et non-juifs, annule toute classification raciale. Il s'agit d'hommes et de femmes uniques comme le sont leurs noms. À travers une intervention minime de l'artiste, ces distinctions réexistent dans un but précis. Elles démontrent que le regard se veut innocent à l'intuition du vide sans en percevoir la réalité. L'artiste nous signale ce que nos sens ne peuvent percevoir. Il nous entraîne au-delà de notre conscience, il nous laisse entrevoir un monde qui n'est accessible que par nos organes sensoriels, en décalage avec notre conscience. Boltanski a réalisé cette œuvre à Berlin, Est, peu de temps après la réunification. À cette époque-là,
il subsistait un grand nombre de murs de ce genre en Allemagne, et en particulier entre les deux blocs, entre l'Est et l'Ouest. J'ai alors plaidé pour qu'on laisse ce que l'on nommait la zone de la mort, vide de construction. Cette bande de terre arable qui s'étirait le long de la frontière de la RDA était régulièrement labourée afin qu'il soit plus facile d'y déceler les traces laissées par les personnes passées illégalement à l'ouest. Ma proposition était donc de conserver cet espace et d'en faire un jardin zen. À Berlin même, il aurait été plus avisé de laisser la Potsdamer Platz vide au lieu de la défigurer avec des constructions qui relèvent de la compétition d'architecture. Chaque édifice est certes intéressant en soi, mais l'ensemble n'offre pas ce qu'on est en droit d'attendre d'une architecture contemporaine digne de son nom. Imaginez les possibilités que cette place aurait pu offrir à des artistes tels que Boltanski, Genis ou moi-même, à savoir investir l'espace vide à la manière dont Boltanski a réoccupé l'espace entre les deux maisons. La zone de la mort entre la RFA et la RDA représentait également un fantastique terrain d'intervention pour nombre d'artistes. Hélas, on ne m'a pas écouté. Voici l'un de mes travaux dont le sujet initial est également une voie de chemin de fer désaffectée. Elle se trouve près de Buchen, dans l'Odenwald, où j'ai travaillé pendant 20 ans. Lors d'une randonnée dans la région, j'ai découvert par hasard cette ligne de chemin de fer d'usage, dont les voies interrompues par endroits m'ont fasciné. On avait enlevé tantôt les rails, tantôt les traverses en bois qui ne se devinaient que par leurs empreintes dans le mâche-fer du remblai. À certains endroits, la ligne de chemin de fer avait elle-même disparu, par exemple lorsqu'elle traversait un village où son emplacement est utilisé à autre chose. Il m'était alors difficile d'en retrouver le tracé car je ne possédais aucune carte de cette ancienne ligne. Je n'ai rien changé aux reliques de ces voies. Je ne suis pas intervenu, je me suis contenté de les photographier. Dans un premier temps, ce fut le seul moyen que je trouvais qui put répondre à mon mouvement d'enthousiasme, à l'excitation que me procura cette découverte. Quand on est à court d'idées, on appuie sur le déclencheur en espérant que l'appareil photo viendra à votre secours. Et l'on espère ardemment qu'il se passe quelque chose dans le bain révélateur quand progressivement dans l'obscurité apparaissent les images, qu'une idée prendra corps, mais il est rare d'être exaucé. Il était évident pour moi que mon enthousiasme devant cette découverte n'était pas fondé, car je n'avais pas encore trouvé une idée pour la mettre en œuvre. Les photos traînèrent dans mon atelier durant de longs mois. Entre la magie de l'attente, à la fois dans le hasard, le désir et la tension ressentie peuvent s'éterniser de longues années, voire des décennies. Aucun peintre n'entreprendrait ce dur métier s'il n'espérait qu'advienne une surprise, voire un miracle. Et puis un jour, j'ai réalisé que ces rails représentaient le chemin de Siegfried vers Brunhilde. Dans ce cas précis, le hasard, qui tient parfois du miracle, m'avait fait prendre conscience que Siegfried avait jadis emprunté le chemin correspondant au tracé de cette voie. Alors les images en tension sous l'effet de la découverture se rechargèrent,
Le hasard, donc, me permit d'achever cette œuvre. J'ai étalé les photos sur le sol comme pour recréer la ligne de chemin de fer à l'échelle réduite. Je les ai alignées dans un certain ordre afin qu'elles dessinent un chemin, le chemin de Siegfried vers Brunhilde. Puis j'ai réalisé ces pages photographiques pour en faire un livre. Dans l'exercice de ce travail, j'ai moi-même, pourrais-je dire, parcouru un chemin qui n'existait plus depuis longtemps. Or, maintenant, je devrais dire qu'il n'existait pas encore. Outre la version de Brunhilde et Siegfried dans le Ring de Wagner, j'ai pensé à une variante de la Volsunga-saga où Siegfried ne serait pas cet homme plein d'astuces au service de Günther, son seigneur, et qui gagne contre Brunhilde grâce au homme en devenant ainsi l'époux de celle-ci. Dans l'épopée, Siegfried traverse seul le cercle du feu, au centre duquel Brunhilde endormie attend son futur époux. Tous deux tombent amoureux l'un de l'autre et ne seront séparés que par le filtre perfide de l'oubli avant d'être réunis dans la mort par le feu. J'ai donc imaginé de peindre un incendie sur l'horizon, d'abord à peine esquissé, le feu se propage au fil des pages pour devenir barrière incandescente à la fin du livre. Ce qui se cache derrière le feu n'est pas représenté, ni ce qui advient après le saut dans les flammes. Ce n'est d'ailleurs pas utile, car le thème est essentiellement évoqué par le chemin. Ce chemin difficile, sans cesse interrompu, effacé, dont il faut continuellement retrouver le tracé. Dans ce travail, il s'agissait aussi de restaurer quelque chose, comme chez cet autre artiste qui tente de redonner leur éclat aux rails rouillés. Toutefois, la méthode est différente. La trace, les vestiges d'un chemin disparu sont rendus au moyen d'un livre. Nous ignorons si la difficulté d'arriver jusqu'à Brunhilde est due au fait qu'aucun train ne circule plus sur la ligne de chemin de fer ou simplement parce que le héros l'a détruite après l'avoir empruntée. Nous ne saurons pas non plus s'il a détruit les ponts après son passage selon le principe de la terre brûlée. Certainement, vous demandez-vous pourquoi j'ai choisi un titre anglais pour ce thème nordique. À l'époque, je ne connaissais pas l'anglais et c'était pour moi non seulement un chemin difficile, mais aussi une langue difficile qui s'exprimait ainsi. Traduire de l'allemand à l'anglais correspondait à ce même inconfort que représente le passage d'un traverse à l'autre. Avez-vous déjà marché sur des voies ferrées, sauté d'une traverse à l'autre? Rien ne semble jamais s'arrêter. Il faut recommencer à chaque pas. C'est comme un commencement et une interruption permanente, un bégaiement, la décomposition d'un mouvement en fragments. Ce qui m'a également motivé, c'est le fait d'internationaliser Siegfried et en donner à l'œuvre un titre anglais, de le libérer du mauvais usage qu'en avaient fait les tenants du national-socialisme en accaparant les mythes nordiques au service de leur idéologie. En plaçant Siegfried sur une voie ferrée désaffectée, chacun de nous pouvait reprendre sa place, nous pouvions redevenir Siegfried. Nous avons donc vu comment, de 3 manières, recycler une voie ferrée abandonnée. D'abord, à travers l'action d'un héros de l'inutile qui polit sans fin les rails, puis celle d'un clown qui plante de petits fanions blancs sur les traverses en bois,
enfin au moyen d'une légende, celle d'un Siegfried dénazifié, redevenu fréquentable. Ces trois œuvres, cependant, ne sauraient être qualifiées d'œuvres d'art au sens strict du terme. Elles ne répondent pas aux exigences formelles d'un tableau ou d'une sculpture. Leur composition n'est pas achevée. Les rails, débarrassés de la rouille, pourraient s'étirer sur quelques mètres encore ou sur des centaines de kilomètres. Il en est de même des fanions. On ignore s'ils disparaissent 100 mètres plus loin ou si l'artiste les a plantés jusqu'au terminus, c'est-à-dire jusqu'à la mer. La différence entre l'action qui, dans la réalité, n'est pas conduite jusqu'à son terme et l'action achevée sous la forme de photos est sans importance quant à l'accomplissement de l'œuvre. L'attitude de l'artiste, la possibilité du comme si, du simulacre, il se pourrait que Tibor Génis se contente de poser devant l'objectif sans vraiment polir les voies, dénonce en effet l'aspect incontournable du réel, du sérieux. Le fait que, dans le cas présent, l'œuvre d'art soit un livre change les concepts liés à la composition et à la forme. Dans sa signification courante, l'appellation d'œuvre désigne une substance qui a été formée, un objet achevé, cohérent, organique et total. Concernant les trois œuvres dont nous venons de parler, leur forme ne renseigne pas sur ce que l'on voit en tant que manifestation artistique. La forme est dépendante de l'effet provoqué par l'artiste dans le subconscient du spectateur. Elle n'est plus en opposition avec le contenu, elle en est l'action. Merci beaucoup.